l'interdiction des trajets courts en avion en France validée par la Commission européenne, mais aussi les principales actus de votre continent. On est parti pour une nouvelle revue d'actualité européenne du vieux continent. Première actu donc, l'interdiction des trajets courts en France validée par Bruxelles. Alors pour remettre un peu dans le contexte, ce vendredi 2 décembre, la Commission européenne a officiellement validé une mesure issue de la loi climat qui date de juillet 2021 en France. Et très concrètement, cette mesure, elle visait à interdire les vols intérieurs, donc au sein de la France, lorsqu'un trajet en train pouvait se faire de la même manière en moins de 2h30. Donc ça concernait des liaisons par exemple entre Paris et Bordeaux en avion, entre Paris et Nantes ou encore entre Paris et Lyon. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi une telle loi est examinée par la Commission européenne. Et bien en fait, suite à l'adoption de cette loi, l'Union des aéroports français et le Conseil international des aéroports ont déposé un recours à la Commission européenne en estimant que cette mesure allait introduire une sorte de discrimination entre les différents transporteurs. Le gouvernement français s'est alors entretenu avec la Commission européenne dans le but de montrer que cette mesure respectait les règles européennes. Et l'issue de ces réunions a donné raison à la France. Et pour justifier légalement sa décision, elle s'est appuyée sur les textes du règlement européen des services aériens qui dispose qu'en cas de graves problèmes liés à l'environnement, les États membres ont la possibilité de limiter certains transports du moment que le service est assuré par d'autres transports, ce qui était le cas pour cette mesure issue de la loi climat 2021. Et suite à cette annonce en tout cas de la Commission européenne, il y a eu beaucoup de réactions, de notamment l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes et actuel ministre délégué chargé des transports Clément Beaune, qui s'est félicité en déclarant qu'il s'agissait d'une avancée majeure dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé vendredi. Mais si on revient plus globalement sur la mesure elle-même, il faut savoir qu'elle avait été beaucoup débattue au moment de son entrée à l'Assemblée nationale et au Sénat en avril 2021. Elle avait soulevé la protestation de nombreux élus de tous bords, notamment issus du Sud-Ouest, qui est le territoire d'implantation d'Airbus à Toulouse. On avait ainsi le socialiste Joël Aviragnet, député de la Haute-Garonne, qui s'inquiétait sur les pertes d'emplois qu'allait causer cette mesure. D'autres socialistes étaient également contre, notamment David Habib, député des Hauts-Pyrénées, qui estimait que cette mesure allait entraîner, je cite, de la décroissance et du chômage. Et du côté des Républicains, Jean-Marie Samier et Martial Serdier avaient eux dénoncé, je cite, une mesure qui venait casser une filière d'exception. Mais à l'inverse, dans l'autre sens, cette mesure n'a pas non plus satisfait tout le monde. Ainsi, les écologistes ou encore les insoumis se sont eux insurgés contre le fait que cette mesure ne respectait pas la Convention citoyenne pour le climat, qui avait exigé que cette mesure soit portée jusqu'à 4 heures. En gros, pour faire simple, les écologistes et les insoumis auraient souhaité qu'on ne puisse pas prendre l'avion si un trajet en train se trouvait à moins de 4 heures du lieu où on se trouvait. Un seuil de 4 heures, d'après Daniel Obono, aurait permis de supprimer les plus grandes lignes émettrices de gaz à effet de serre comme Paris-Marseille. Et évidemment, vous vous en doutez, cette mesure n'a pas non plus fait les affaires de Air France, qui, à l'issue de son adoption, a déclaré qu'entre 8000 et 10 000 emplois étaient immédiatement menacés. En tout cas, il faut savoir que le secrétaire d'État au transport à l'époque, Jean-Baptiste Djebbari, avait déclaré que si l'État n'avait pas, entre guillemets, sauvé Airbus et donné 7 milliards d'euros à la compagnie durant le Covid, ce n'était pas 10 000 emplois, mais des dizaines de milliers d'emplois qui seraient menacés à l'heure actuelle. Bref, en tout cas, vous voyez, c'est une mesure qui est loin de faire l'unanimité dans tous les bords politiques. Et il faut savoir que cette loi climat, elle ne comporte pas seulement cette mesure, il y a aussi d'autres choses qui ont été votées, comme notamment la suppression des publicités pour les énergies fossiles, les cantines scolaires et privées qui doivent maintenant proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. Cette loi a également entraîné la création de ZFE, des zones à faible émission, et a accéléré la rénovation énergétique des bâtiments. Comme chaque semaine, on fait un point sur la guerre en Ukraine qui a lieu depuis maintenant plus de 9 mois. Première actu côté ukrainien, ce jeudi, un conseiller du président Volodymyr Zelensky a annoncé que jusqu'à 13 000 militaires ukrainiens auraient été tués depuis le début de la guerre. Les Russes de leur côté n'ont pas officiellement communiqué leurs pertes. La BBC estime qu'environ 9300 militaires russes ont été tués, tandis que les forces ukrainiennes estiment ce chiffre à plus de 70 000. Donc voilà, difficile d'avoir un chiffre sur le nombre précis de morts militaires russes depuis le début du conflit. Autre actu lié à la guerre en Ukraine, l'ambassadeur ukrainien pour le droit international humanitaire, Anton Korinevich, s'est rendu à Paris cette semaine dans le but de convaincre le gouvernement français de créer un tribunal spécifique pour juger l'agression russe. Il faut savoir que depuis le début du conflit, la France, mais également les États-Unis ou le Royaume-Uni, se montrent hostiles à la création d'un tribunal spécifique et souhaiteraient que ce soit la Cour pénale internationale qui s'occupe de régler le conflit lorsque celui-ci aura cessé, enfin lorsque les combats auront cessé. Enfin, dernière actu majeure liée à la guerre en Ukraine, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est entretenu vendredi avec Vladimir Poutine. Le chancelier allemand a notamment insisté sur sa volonté que les troupes russes se retirent d'Ukraine et face à cette demande, Vladimir Poutine lui a répondu que les bombardements étaient, je cite, inévitables et nécessaires pour répondre aux attaques provocatrices de l'Ukraine. Donc voilà, on comprend à travers cet échange que la guerre n'est pas prête de se terminer. Et évidemment, on vous tiendra informé dans chacune de nos revues d'actualité européennes de l'évolution du conflit. Troisième actu, l'agence européenne de police criminelle, plus connue sous le nom d'Europol, a annoncé cette semaine l'arrestation de plus de 49 personnes qui serait susceptible de représenter plus d'un tiers du trafic de cocaïne en Europe. La cocaïne qui, d'après Europol, proviendrait essentiellement d'Amérique latine et arriverait ensuite en Europe, notamment dans 2 ports, à Anvers en Belgique et à Rotterdam aux Pays-Bas. Et face à l'augmentation de ce trafic, l'agence européenne a décidé d'agir
et a mené une vaste opération de démantèlement appelée Desert Light, qui a permis donc au total l'arrestation de 49 personnes, essentiellement en Belgique, en France, en Espagne, mais aussi à Dubaï. Il faut savoir que c'est surtout en Belgique et aux Pays-Bas que la situation liée au trafic de drogue est extrêmement tendue, la BBC n'hésitant pas à qualifier les Pays-Bas de narco-État. Quatrième actu, on s'intéresse au plan d'urgence sur l'immigration mis en place par l'Union Européenne. Alors face aux longues discussions entre Européens au sujet de l'accueil de l'Océan Viking, dont on avait d'ailleurs parlé dans une précédente revue d'actualité européenne, les ministres de l'Intérieur des différents pays États membres de l'Union Européenne ont décidé de se réunir le vendredi 25 novembre pour présenter un plan d'urgence en 20 points. L'objectif entre autres de cette réunion était, comme l'a déclaré ensuite la Commission officiellement, était, je cite, de faire baisser la tension sur un sujet qui a toujours été brûlant dans l'Union Européenne. Alors il n'y a pas encore de véritables mesures, mais ce qu'il faut retenir en gros de ce plan d'urgence, c'est que l'Union Européenne veut renforcer sa coopération avec les pays d'origine et souhaite aussi une plus grande coopération entre les différents États membres de l'Union Européenne en matière de recherche et de sauvetage des migrants qui arrivent en Europe. Et pour ce qui est des grandes règles migratoires européennes, elles devraient être débattues lors du prochain Conseil le 8 décembre. Comme chaque semaine, le Vieux Continent revient sur l'actualité des équipes européennes lors de la Coupe du Monde. Et sur le plan sportif, on arrive maintenant au 8e de finale. Et à l'heure où on sort cette vidéo, la France vient de finir son match contre la Pologne. Déjà, premier fait notable, pour la première fois dans l'histoire d'une Coupe du Monde, les 5 continents sont représentés lors des 8e de finale. Et concernant plus précisément les équipes européennes, elles représentent encore 8 des 16 équipes qualifiées en 8e de finale. Il y a notamment les Pays-Bas, l'Angleterre, le Portugal, la France donc, qui affronte la Pologne, l'Espagne, mais également la Suisse et la Croatie. Mais les deux grosses surprises de ce premier tour, c'est l'élimination de la Belgique et de l'Allemagne. C'est d'ailleurs la première fois qu'un champion du monde, donc en ce qui concerne l'Allemagne, qui était champion en 2014, est éliminé 2 fois de suite au premier tour. Et là, les Allemands ont dû subir l'incroyable victoire des Japonais contre l'Espagne, qui fait qu'ils ont terminé 3e de leur groupe et sont donc éliminés. Il faut savoir qu'au lendemain de cette élimination, la presse allemande n'a pas été tendre, parlant même d'humiliation. Enfin, en Belgique, c'est un peu le côté extra-sportif qui a pris dessus sur le terrain cette semaine, notamment à l'issue du match entre la Belgique et le Maroc, qui a vu les Marocains s'imposer 2-0. En effet, des dizaines de personnes qui se revendiquaient comme des supporters marocains d'une partie cagoulée ont cherché la confrontation avec les forces de l'ordre en brûlant et en renversant des voitures, en arrachant un drapeau belge d'un balcon. Un journaliste a été blessé au visage et une centaine de policiers ont essuyé des jets de projectiles. À Liège, l'autre grande ville du pays, une cinquantaine de personnes ont attaqué un commissariat en brisant notamment les vitres de celui-ci et en détruisant 2 véhicules de police. Et sans transition, on passe à présent aux chiffres de la semaine. 70, l'Institut européen de statistique Eurostat révèle qu'un Européen jetterait en moyenne 70 kg de nourriture consommable par an, soit environ 200 grammes par jour. Et si on regarde plus précisément l'origine de ce gaspillage, on se rend compte que les ménages représentent plus de 55% de ce gaspillage alimentaire, puis viennent ensuite les agriculteurs et les pêcheurs 11%, et ensuite seulement les entreprises à 7%. Viennent ensuite les restaurants à 9% et la grande distribution à 7%. Le débat cette semaine, c'est le suivant. Faut-il interdire les déplacements en avion lorsqu'il existe une alternative en train à moins de 2h30 à l'échelle européenne? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo.